Buenos días, os presento a Sor Deudón. Ella es la nueva ecónoma provincial de las Hijas de María Auxiliadora en la inspectoría de AFO, que es el África francófona, que bueno, también incluye Ghana. Y ella, bueno, pues viene de coger su cargo y está aquí, va a hacernos una visita y para charlar un poco sobre su experiencia en el proyecto de Nigeria, pero también su visión sobre África y el futuro de las Hijas de María Auxiliadora allí. Hermana Deudón, antes de hablar del proyecto, me gustaría que nos contara un poco sobre usted, qué le movió a dedicar su vida para acompañar a la juventud y madres de Nigeria. Bien, comme tu le sais que nous, les sœurs salésiennes, nous sommes pour l'éducation. Et c'est notre mission première, travailler pour aider les enfants, les jeunes à s'épanouir et à se réaliser intégralement dans leur vie, à avoir leur place dans la société, à devenir de bons croyants et d'honnêtes citoyens travaillant pour la reconstruction, la paix dans le monde. La motivation au Nigeria qui m'a poussé là-bas et à travailler avec eux, c'est ça justement. Parce que nous sommes là aujourd'hui pour générer la vie et l'espérance. Et arriver au Nigeria, c'est un grand pays, comme vous le savez, de plus de 200 millions d'habitants, avec une grande jeunesse, et par-ci, par-là, et beaucoup d'enfants. Et quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte que c'était notre champ de travail, comme Salésiens, comme Salésiennes. Donc, tout de suite, en regardant la réalité, on s'est dit que nous avons un bon champ pour travailler, pour éduquer et pour aider les jeunes vraiment à se prendre en charge, surtout les jeunes femmes qui sont nombreuses également de l'autre côté, et abandonner des fois à elles-mêmes en train de chercher un peu des secours, un peu de chercher des points où elles peuvent vraiment trouver la vie et l'espérance dans leur vie. Usted y las hermanas habéis iniciado una comunidad desde cero en Nigeria. ¿Cuál es el momento más feliz que recordáis de esta experiencia? Oh, au Nigeria, nous sommes arrivés au Nigeria il y a en 2019, novembre 2019. Et quand on est arrivé là-bas, comme vous le savez, c'est un pays assez difficile, assez compliqué, très grand, et les déplacements, les mouvements sont très difficiles. Donc là, les moments les plus heureux que j'ai connus et en mettant en place cette mission au Nigeria, c'était la présence des gens à nos côtés. Et donc, étant donné qu'on était presque nouvelles et étrangères aussi, et la situation est complexe, on avait beaucoup de gens qui étaient avec nous parce qu'ils comprenaient pourquoi on était là-bas. Donc, quand du coup, on a senti cet appui et surtout, on a trouvé un prêtre, que je me permets de nommer ici le père Jobin, qui est un Nigérien avocat, qui nous a aidés énormément pour la mise en place de cette émission. Après ce prêtre, nous avons trouvé aussi un Salésien, le père Michael, qui nous a aidés. Donc, ces gens, la présence de ces gens, même les laïcs dans les paroisses, étaient là à nos côtés pour nous aider à comprendre la réalité, à avancer, à vivre dans la prudence, parce que c'est un pays un peu compliqué, avec beaucoup de violence, beaucoup d'insécurité. Et tout le monde voulait que nous soyons en sécurité. Donc ça m'a donné beaucoup de joie et beaucoup d'élan pour aller de l'avant, parce qu'on sentait que les gens voulaient et attendaient cette présence salésienne. Parce que les Salésiens sont là au Nigeria depuis plus de 40 ans. Et ils ont plus de 10 communautés au Nigeria. Et c'était la première fois que les Salésiennes, les filles de Marie Auxiliatrice, arrivaient dans le pays. Donc, on sentait cet encadrement, ce désir des Salésiens qui voulaient que nous soyons là comme deuxième branche de la famille salésienne, que nous soyons là. Et c'était une grande joie pour eux. Et quand nous sommes arrivés, on a été dans leur maison provinciale et beaucoup étaient là pour nous accueillir. Ils ont pris nos mallettes, nos valises, ils dansaient, ils chantaient. Parce que finalement, après avoir longtemps attendu les filles de Marie Auxiliatrice, on était là au Nigeria. Et ça nous a vraiment donné beaucoup d'élan, beaucoup de joie de voir que nos confrères nous attendaient et qu'ils étaient là pour nous épauler et avec tant d'autres prêtres, tant d'autres personnes. Et c'est pour cela que nous avons réussi cette mission. Après 6 ans, la mission a été mise en place. On a pu acheter le terrain, on a pu construire la maison des sœurs, on a pu commencer l'œuvre éducative, l'école, le centre professionnel. Après 6 ans, on a pu réaliser tout ça. Et ceci, nous rendons grâce à Dieu, à Marie Auxiliatrice, mais avec l'aide de toutes ces personnes qui étaient avec nous pour nous aider à réaliser cette mission.
puis aussi les bailleurs de fonds qui nous ont donné aussi les fonds pour pouvoir démarrer cette émission. Mais la chose un peu, l'expérience encore plus douloureuse, et comme c'est un pays de beaucoup de fraude, un pays on ne peut pas faire confiance aux gens. Parce que même ceux qui sont plus proches, ils vont te tromper. Donc, des fois, combien de fois je suis restée déçue, quelqu'un en qui tu as confiance et puis après qui te déçoit. Donc, on était toujours très prudente, on n'arrivait pas à faire confiance aux gens. Et c'est très douloureux de ne pas pouvoir faire confiance aux gens parce que toujours, ils cherchent toujours C'est compliqué. si, à voler, à te prendre les choses. Même s'ils sont de très bons catholiques, ils vont le faire. Donc ça a été pour moi une grande souffrance parce que de voir qu'on ne peut pas vraiment compter sur les gens à 100% en ce qui a trait à la confiance. Oui, c'est même avec les professeurs, même avec les jeunes qui sont avec nous, c'est une bonne personne, ce sont de bonnes personnes, mais à la fin, tu sens que tu es trompé. Tu ne peux pas leur confier les choses. Tu ne peux pas leur laisser les choses comme ça. Parce qu'il faut toujours que tu sois là en train de contrôler. Dans le cas contraire, c'est pour ça, même pour les projets, c'est un peu difficile aussi. Claro. Donc, nous acceptons, nous préférons de gérer nous-mêmes parce que sinon, on n'aura pas les résultats escomptés. En Ikorudu, en Nigeria, trabajáis con muchas mujeres jóvenes. ¿Cómo describirías la realidad que viven estas mujeres y las familias hoy día? Vraiment, vous savez que comme dans tous les pays de l'Afrique, la situation de la femme, des femmes en général, laisse à désirer. Elles se battent pour pouvoir trouver leur place dans la société africaine. Et ceci, c'est à travers l'accompagnement, l'éducation, la formation que nous leur offrons, les possibilités que nous leur offrons. Elles sont confrontées en grande partie à cette pauvreté sociale, pauvreté aussi émotionnelle, parce que beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes aussi sont laissées à, par exemple, quand elles tombent enceintes, c'est une situation très difficile. Au Nigeria, c'est là aussi, c'est une réalité qui m'a beaucoup touchée au Nigeria, parce que quand la fille tombe enceinte, elle est enlevée de la réalité familiale, parce que personne ne doit savoir que la fille est tombée enceinte. Et du coup, la fille est envoyée quelque part. Et aussi, la femme perd son mari également. Elle devient, comment je pourrais dire, par terre. Elle n'a plus rien. Elle reste seulement, et si elle ne fait pas attention, même les enfants et la famille du monsieur va prendre les enfants, va lui prendre les enfants. Elle va rester sans rien. Donc, c'est une lutte pour certaines de dire que, et par exemple, bon, et mon mari est décédé, donc je vais garder mes enfants. Et des fois, moi, j'ai travaillé avec un groupe de femmes veuves, jeunes femmes veuves, parce que et qui ont décidé, elles sont jeunes et après la mort de leur mari, elles n'ont plus rien. Parce que la famille du monsieur prend tous les biens du monsieur. Et la femme reste vulnérable sans rien. C'est la plus grande pauvreté de ces femmes-là. J'ai travaillé avec un groupe de femmes comme ça, les jeunes femmes veuves avec enfants. Et nous avons eu de petits projets pour les supporter, pour les soutenir. Comme elles n'ont rien, et la plupart commencent à se prostituer pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et pour pouvoir se remarier, selon les ethnies, elles sont jeunes, elles peuvent se remarier. Mais elles ne peuvent pas comme ça parce que le nouveau mari peut leur demander de laisser les enfants. On va les épouser, mais sans les enfants. Elles doivent laisser leurs enfants à quelqu'un d'autre. Et c'est un petit projet pour les accompagner, celles qui veulent garder leurs enfants et s'occuper de leurs enfants, sans les laisser de côté. Donc, nous les accompagnons. C'est pour dire que la situation de la femme est telle que dans ce pays, que vraiment on sent le besoin de nous, dans notre mission éducative comme salésienne, de les accompagner, même si avec leurs enfants, de les accompagner, parce qu'elles peuvent réussir. On peut leur donner des possibilités pour pouvoir réussir, même avec leurs enfants. Et c'est un travail formidable. C'est un travail formidable. Elles sont confrontées à cette pauvreté, à des normes traditionnelles qui les écrasent, et tout ça là font que c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est une grande pauvreté à ce niveau-là. Et nous intervenons, nous voulons vraiment qu'elles aient leur place, qu'elles se battent. Et surtout à travers la formation professionnelle. Quand elles sont déjà à ce niveau, nous leur offrons quelques formations professionnelles pour celles qui veulent vraiment apprendre quelque chose et puis continuer à se battre et à lutter dans leur vie. Otra pregunta que queríamos hacerte es que el proyecto busca que las mujeres puedan formarse sin renunciar, por lo que estábamos diciendo, ¿no? A cuidar de los niños y de las niñas, ¿no?
Y bueno, ya la has contestado ahora mismo un poco, ¿no? De esta idea, ¿no? Más que preguntarte cómo nació la idea, porque la has explicado un poco, ¿no? Saber cómo puedes hacer más compatible el poder cuidar de tus hijos y de tus hijas con poder formarte y no tener a lo mejor el apoyo de la familia, ¿no? Sí. Entonces, por si podías comentarnos un poco esa Si. situación. Donc, je vais en parler en racontant une petite histoire, non? L'histoire de nos jeunes femmes. Voilà. Et c'est l'histoire de Bénédicte. Bénédicte, quand on a ouvert le centre professionnel, on a ouvert le centre professionnel pour les jeunes filles, les jeunes femmes, tout le monde, hein, quelle que soit leur religion. Et on a ouvert le centre professionnel à Ikorodu, et c'est un centre qui fonctionne dans des conteneurs, mais bien fait. Donc, on a la section pâtisserie cuisine, et coiffure, et informatique, et puis la couture. Donc, en couture, on avait la première jeune femme qui est venue s'inscrire, c'est Bénédicte, à la couture. Et elle est arrivée avec une petite qui avait 1 an et quelque chose. C'est une petite fille, et dont je ne me rappelle plus le nom maintenant. Et l'enfant était encore bébé, pratiquement 1 an et quelque chose. Et pendant qu'elle apprenait, elle a dit qu'elle a un enfant, elle est venue avec l'enfant. Et je dois vous dire que c'est pas une chose normale, parce que nous n'acceptons pas que les gens soient dans les salles de classe en train d'apprendre et puis avec les enfants. Ça ne se fait pas. Mais on a commencé comme ça, et elle était là avec le bébé, on ne pouvait rien dire. On était devant la situation, on ne pouvait rien faire. Et elle était à la machine en train de coudre, sur sa machine en train d'apprendre, et l'enfant était là à ses pieds. Elle laissait l'enfant, et de temps à autre, elle donnait à manger à l'enfant, et puis elle continuait, l'enfant pleurait, elle prenait un peu l'enfant voulait dormir, elle prenait un peu, elle laissait dormir, et toujours l'enfant était à ses pieds comme ça. Et puis à un moment donné, on s'est dit que tout le temps qu'elle doit laisser pour donner à manger, elle doit laisser, l'enfant pleure, elle doit laisser, maman. Donc on dit que, mais ça n'empêche la maman vraiment d'apprendre bien. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Et des fois, c'est la volonté de ces jeunes femmes de venir apprendre quelque chose. Parce qu'elle doit, ou bien elle a le choix, ou bien elle laisse l'enfant, elle reste à la maison avec l'enfant, ou bien elle vient apprendre. Donc, comme elle a la volonté de venir apprendre, elle veut apprendre quelque chose, parce qu'elle était mariée. Bénédicte avait 25 ans, jeune femme. Elle avait déjà cette petite fille. Elle était mariée, elle avait son mari qui était jeune comme lui. Le mari sortait aussi pour aller chercher quelque chose. Et elle aussi, elle voulait apprendre quelque chose, non? Donc, voilà. Et c'est comme ça que c'est venu. Et on a eu un 2e cas. On a eu un 3e cas. Et puis après, on s'est dit que sinon, le centre va se transformer en un centre de bébé, maman. Donc après, on a commencé par penser à cela. Qu'est-ce qu'on pouvait prendre, garder les enfants quelque part pour qu'elles restent tranquilles. Et ainsi, on avait une salle là, on pouvait les garder. Des fois, les enfants étaient sur la cour en train de jouer. Et on jouait, nous-mêmes les filles, nous jouons avec elles ou avec eux pendant que les mamans apprenaient. Et c'est ainsi que l'idée de dire que ça serait mieux. Parce qu'on voyait également dans le quartier d'autres jeunes femmes qui allaient au travail, qui allaient au marché, et les enfants sous le soleil, qui vendaient, mais les enfants au dos. C'est pas intéressant pour les bébés. On s'est dit c'est mieux de commencer à avoir un espace bien organisé où les enfants peuvent être là, tranquilles, et les mamans seront tranquilles en train d'apprendre, et puis les enfants aussi tranquilles aussi pour pouvoir évoluer. Et c'est ainsi qu'on a commencé ce projet. Et aujourd'hui, cette jeune femme Bénédicte, elle a fini sa formation, elle a été vraiment, elle a performante, elle s'est vraiment bien, elle a bien appris, et on lui a donné une machine après sa formation. Et elle avait des difficultés à un moment avec le mari. Et je me rappelle, elle nous a expliqué qu'elle pleurait, et elle était avec la petite. Et puis après, on a essayé de résoudre le problème. Donc, tout ça là, et puis, comme le mari ne travaillait pas à un moment donné, elle-même, elle venait d'apprendre, on a loué pour elle un atelier. On a loué un atelier, elle avait sa machine, et elle a ouvert son petit atelier. Et maintenant, et comme on a ouvert la crèche maintenant, elle vient amener son enfant à l'école tous les jours, et après, elle va dans son atelier et elle travaille. Et si vous voyez, non, là, les changements, quand la femme était arrivée au début pour apprendre, et maintenant qu'elle a fini d'apprendre, elle travaille, elle gagne pas beaucoup, mais elle gagne quelques sous. Elle peut prendre soin d'elle-même, de sa maison, parce que c'est le travail qui fait que la personne se sent réalisée. Elle fait quelque chose. Même si des fois, les petits problèmes sont là avec le mari, mais elle sent qu'elle travaille et puis fait quelque chose pour elle-même. Donc, c'est une grande joie. Donc, c'est ça, le travail, donc, avec les femmes, ce projet de la crèche, pour aider les femmes à apprendre à s'épanouir et à devenir ce qu'elles sont. Elles sont capables. Très intéressant. Que las transformaciones personales o familiares
¿Qué has visto, ¿no? En las jóvenes? Ahora nos acabas de Sí. contar este caso, ¿no? Eh, aparte de esa persona, ¿no? ¿Qué otras cosas tú crees que a nivel familiar, no tanto individualmente de las chicas, ¿no? Pero a nivel familiar, a nivel de la comunidad, ¿cómo crees que esto está cambiando? ¿No? On ne peut pas parler de grands changements encore, parce que nous venons de commencer Petit à avec petit. ça, petit à petit. Mais le fait que nous soyons aussi sur une paroisse où nous allons, nous intervenons, et que nous avons aussi ces gens-là qui arrivent, les femmes, les jeunes qui arrivent, plusieurs arrivent, et que de temps à autre aussi, nous avons des moments de formation, non, au niveau du quartier. Nous faisons même un peu de propagande. Des fois, nous faisons la campagne, nous sortons avec la voiture, Voilà. et puis avec le micro, avec les mêmes jeunes du centre professionnel, hein, les mêmes femmes avec leur t-shirt. Nous faisons un peu de propagande dans le quartier pour parler du centre professionnel, pour que les femmes puissent venir apprendre, et puis leur dire que comment il est important que les femmes, les jeunes femmes, puissent venir apprendre. Et c'est ainsi que les gens entendent. Nous faisons aussi des dépliants que nous distribuons en disant que ça, c'est le centre professionnel existant pour les femmes, surtout pour les jeunes femmes, pour qu'elles viennent. Il y a la possibilité pour elles d'apprendre un métier, après de se prendre en charge et de changer leurs conditions de vie. Parce que quand on a quelque chose, on travaille avec, ça change la vie. Et on croit que un peu au fur et à mesure, parce que les gens ne venaient pas comme ça, mais on sent qu'au fur et à mesure, ils sont en train de venir, et même les maris amènent leurs jeunes leurs femmes. Amènent leurs femmes au centre, et au niveau de la paroisse aussi, on comprend que il y a un bon travail qui se fait. Parce que ça, c'est pas seulement le travail qu'ils apprennent, mais aussi un peu la mentalité un peu qui change. La mentalité change, le droit des enfants, le droit des femmes, et elles doivent apprendre, elles sont protagonistes aussi dans la société, donc elles ont des droits qui doivent être respectés par tout un chacun. Donc au fur et à mesure, on sent que ça vient, et les gens en parlent, et nous sommes contents de cela, Y bueno, ahora queríamos hacerte preguntas generales sobre Sí. África, ¿no? Bosco Global y las hijas de María Auxiliadora, bueno, pues llevamos trabajando juntos en muchos países, ¿no? En Burkina, en Costa de Marfil, en Togo, en Mali. ¿Qué pensáis, ¿no? En todos estos países en los que estamos trabajando? ¿Qué desafíos comunes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para garantizar, ¿no? Esta educación de calidad, sobre todo para las niñas, ¿no? ¿Qué cosas hay en común en todos estos países? Bon, ce que nous avons en commun, c'est ce charisme salésien qui nous donne cet élan, et que partout où nous sommes, quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions de vie, nous sommes là pour pour la mission, pour accompagner les enfants et les jeunes dans leur développement intégral et dans leur épanouissement, et pour qu'ils deviennent vraiment des agents de transformation de la société. C'est ça, partout où nous sommes, quelle que soit la réalité. Actuellement, un des grands défis que nous avons, premièrement, c'est sentir que nous sommes une force. Parce que avec cet pays, nous constituons déjà un bon réseau éducatif. Soit pour la formation professionnelle, soit pour l'éducation, et à travers les écoles, et à travers les écoles ou les centres juvéniles. Donc, c'est un réseau, nous intervenons, et nous devons le défi de nous sentir plus unis, sentir que nous sommes une seule province, et que c'est pas le Bénin, c'est pas le Togo, mais c'est les Salésiennes de l'Afrique de l'Ouest, pour que l'impact de notre travail éducatif soit plus grand. Donc, nous voudrions arriver à cette unité d'esprit, de cœur et de la mission. Et c'est pour cela qu'on est en train même de penser à un projet de nos centres professionnels, de façon à ce que c'est ensemble, nous allons essayer d'attaquer le problème du chômage de nos jeunes. Parce que c'est un défi, un gros fléau que nous avons, le chômage des jeunes. Donc, comment ensemble nous pouvons avancer comme réseau et attaquer ce problème du chômage. Donc, en gros, c'est ça. Et l'autre défi, c'est le système préventif de Don Bosco. Nous sentons comme Afrique de l'Ouest, que les collaborateurs, les parents, les éducateurs ne sont pas encore bien imprégnés de ce système préventif de Don Bosco. Et c'est ça le cœur de notre mission, notre manière d'intervenir auprès des jeunes et des enfants.
Donc, nous sentons que c'est nous seuls, nous sommes en train d'avancer avec le système, mais il manque cette conscientisation au niveau de nos collaborateurs laïcs. Actuellement, on est en train de penser à un grand congrès sur le système préventif pour voir quels sont les points du système préventif qui fait choc avec la culture africaine de l'Afrique de l'Ouest. Et puis arriver à faire entrer en dialogue le système préventif et la réalité de l'Afrique de l'Ouest. Et pour que vraiment les deux puissent aller de pair et que nous puissions vraiment répondre aux besoins éducatifs de l'Afrique de l'Ouest. Au fond, c'est ça pour notre réalité africaine. Si pudieras resumir Si? en una frase tu sueño para las mujeres y los jóvenes con los que trabajas. Et je pourrais résumer cela en une phrase de l'évangile de Saint Luc. C'est l'évangile où Jésus a guéri une femme qui était toute courbée depuis 18 ans. La femme courbée depuis 18 ans. À un moment donné, la femme s'est approchée de Jésus et lui a dit, et elle était toute courbée et puis elle a demandé d'être guérie et Jésus lui a dit, femme, redresse-toi. Moi, la phrase pour les femmes, pour les jeunes de nos réalités, de notre région, c'est lève-toi, redresse-toi. Rien n'est perdu, tout n'est pas fini. Il faut espérer, redresse-toi. Et nous sommes là pour les aider à se relever et à gagner en dignité y en espérance. Qué bonito. Pues te queríamos preguntar también sobre la situación, ¿no?, que se está viviendo ahora en estos países, ¿no?, que hay una renovación política de panafricanista, ¿no? Hace poco ha habido un golpe de Estado en Guinea-Bissau, en Burkina, en Senegal, hay una corriente nueva, sobre todo de presidentes y de personas jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas tú que esto puede ser también un reto para nosotros, para las hijas de María Auxiliadora, para Bosco Global y para los jóvenes? Et bon, malheureusement, c'est vrai, hein, c'est une tendance, on a deux tendances qui cohabitent actuellement en Afrique, hein, parce que nous avons la tendance de ces jeunes présidents qui arrivent avec ce désir, cet élan de renouveler la politique et la vie sociale et économique, non? Et il y a aussi ceux-là qui sont là depuis des années, et qui sont déjà vieux. Hein. Prenons le cas de certains pays, la Côte d'Ivoire, on vient d'avoir les élections maintenant. Nous avons le Cameroun, nous avons la Guinée équatoriale, nous avons le Togo, actuellement au Togo. Et c'est très difficile parce que là, c'est fini, c'est une dictature prolongée. Et donc, c'est comme s'il n'y a pas la place pour les jeunes pour entrer, non? Et il n'y a pas, alors qu'ils ont ce désir, eux aussi, d'arriver avec leur dynamisme, leur jeunesse pour changer la réalité comme celui du Burkina. Actuellement, nous avons aussi au Burkina, c'est un jeune président aussi, mais qui est en train de changer les donnes. Et donc, ça donne un peu de l'espoir parce qu'on voit que le président du Burkina est très bien apprécié par contre de ses idées innovatrices en politique, en économie, en société et tout ça là. Donc, ça donne un peu d'espoir pour que les jeunes continuent de rêver. Nous pouvons aussi, dans nos pays, ça va arriver. Et nous sommes là prêts à intervenir, à intégrer la politique pour que les choses changent en faveur de la jeunesse, en faveur de tout le monde. Donc, je crois que c'est ça. Et les collaborateurs, les bailleurs, les organisations, les filles de Marie Auxiliatrice, nous sommes là en train de vivre dans cette attente que les choses peuvent changer et que nous devons continuer à accompagner nos jeunes dans le leadership et les aider à continuer à les préparer dans la responsabilité politique et sociale et le respect du bien commun, parce que c'est ce qui nous tue en Afrique, parce que c'est pas qu'on veut que les autres s'en aillent et on vient faire pire qu'eux. Non, ils vont partir parce que nous voulons arriver avec une nouvelle manière de voir le monde, l'humanité, la société, l'économie, la politique pour changer le monde. Et nous devons continuer à les accompagner dans ce sens-là, mettre des programmes de formation, d'accompagnement au leadership, en politique, en économie, tout ça là pour que les jeunes, vraiment, demain, quand ils auront en main les pays, ils soient capables de transformer la réalité. Muy bien, muy interesante. Bueno, y la última pregunta, vamos a terminar. ¿Qué mensaje te gustaría enviar pues a todas las personas, a las instituciones, a los financiadores que nos apoyan, que apoyan a Bosco Global, que apoyan a la hija de María Auxiliadora en vuestro trabajo y en vuestros proyectos? Un grand merci. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour les visiter et leur dire un grand merci. Parce que sans votre soutien, tout ce qu'on est en train de faire, parce que nous, l'objectif final, c'est d'avoir des jeunes, des produits finis sur nos marchés africains, dans nos sociétés.
capable d'intervenir valablement pour défendre la dignité de la personne humaine. Mais sans vous, on ne serait en mesure de le faire. Donc, quand je suis là, le message, merci pour votre soutien à nos projets. Merci aussi pour la confiance que vous nous faites. Parce que si vous acceptez de nous mettre entre nos mains vos fonds, c'est parce que vous avez confiance en nous et vous avez la vision que vous avez est la nôtre. Vous supportez une vision que nous avons, qui est la vision de rendre la personne autonome, d'avoir une société plus juste, plus équitable, une société qui sera vraiment meilleure pour tout le monde. Et j'ai oublié de dire, par exemple, au Nigeria, les jeunes n'ont qu'un songe actuellement, aller en Europe, sortir du Nigeria, sortir. Tout le monde veut laisser le Nigeria pour aller en Europe ou bien dans d'autres pays, pour aller à la recherche d'une vie meilleure. Mais la vie meilleure, nous devons nous battre pour qu'elle soit dans leur propre pays. Et ceci, nous ne pourrons le réaliser sans votre soutien, sans votre collaboration, sans votre partenariat. Merci encore pour cette confiance. Vous continuez à nous inspirer parce que vous faites beaucoup de sacrifices à votre niveau et pour que nous-mêmes, nous puissions vraiment réaliser cela au niveau de nos jeunes. Que votre élan ne s'éteigne jamais et que vous soyez toujours des promoteurs d'espérance de vie pour les jeunes et particulièrement pour les femmes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup. Muchas gracias.